tout le monde. Permettez-moi d'abord de souligner que certaines idées de ma modeste communication ont été déjà exprimées et magistralement par Sir Abdelrahim Kamal dans sa conférence. Je vais essayer de vous épargner également toutes les considérations d'ordre théorique sur l'intime et je passe directement à la problématique de mon propos, de ma communication, que je formule comme suit. Comment l'intime est-il représenté dans les œuvres de Kamal Abdelrahim et en quoi reflète-t-il les tourments intérieurs des personnages face à un environnement placé sous le signe de la répression? Alors pour traiter de cette problématique, je vais d'abord dans un premier lieu parler du corps comme territoire fragile. Ensuite, je vais toucher quelques mots à propos de la folie comme refuge, avant de finir par quelques réflexions sur les vertus de l'art, l'art comme salvation, comme voie salvatrice. Alors, le corps comme territoire fragile. Dans l'œuvre de Kamal Abdelrahim, le thème du corps est si présent. Outre le corps social exploité en arrière-fond de la diégèse, nous avons un corps, tout simplement, le corps des personnages qui portent le poids des traumas de l'histoire et qui se veut comme une caisse de résonance, comme cela a été dit tout à l'heure par Kamal, de tous les tourments intérieurs. C'est un corps qui est en souffrance. Je donne ici l'exemple de Abdelali, qui était mon professeur et j'ai une pensée toute particulière à son égard, que son âme repose en paix. Abdelali, même en sortant de la prison, continue à se barricader, à se soustraire, à la vie sociale, en reproduisant une certaine routine qui rappelle le milieu carcéral. Je pense ici à d'autres phénomènes inhérents au corps. J'entends par là les vomissements et les enflures de certains corps qui sont associés à l'intimité et à la manifestation de douleurs profondes, physiques et psychologiques. Le corps est généralement symbolisé par des métaphores de gonflement et d'expulsion, ce qui reflète des tensions intérieures qui relèvent de l'indicible. Ici, je pense au cas de Zahra, qui illustre parfaitement cette idée de corps en souffrance. En effet, son corps, tel une surface, porte le parchemin de ses émotions refoulées. À plusieurs reprises, elle est décrite comme ayant des enflures et des crispations physiques. Quand Rabbani tente de saisir, par exemple, ses émotions, de la comprendre, il sent la peau de Zahra se tendre et gonfler sous sa main. Cela est le signe de son traumatisme et de son incapacité à s'ouvrir à l'intimité, à être dans l'extraversion. Alors, lesquels gonflements seraient, comme disent les médecins, lesquels vomissements aussi, outre les enflures, il y a aussi les vomissements réitérés de Zahra, et ces vomissements, comme disent les médecins, seraient dus à une eutémésie, c'est-à-dire un trouble psychique provoquant des vomissements répétitifs. Donc, réceptacle de tensions invariables, le corps de Zahra réagit, parle un autre langage quand les mots ne suffisent pas pour décrire ce qui l'arrange. Donc, le corps, outre les vomissements, nous avons un autre phénomène aussi, c'est la détérioration du corps chez certains personnages. Donc, le corps est témoin de cette détérioration psychique due à une vie tourmentée. Je pense ici à Sulayman, qui a des rapports très tendus avec Ilham. Cette dernière est décrite comme une figure froide et destructrice, représente une force obscure qui hante Sulayman bien après leur séparation. Donc, la relation avec cette femme est présentée comme une descente aux enfers, qui a raison de l'équilibre psychologique du protagoniste. En effet, les interminables heures conjugaux semblent atteindre leur état corporel, d'éteindre sur l'état corporel du personnage, au point que son visage et son corps témoignent de la déchéance et de l'effondrement de ses espoirs. Je cite, « Les paupières relâchées comme pour redessiner des trous qui ont cessé de voir. Ainsi le corps traduit-il une part de cette intime rangée par des tensions quotidiennes insoutenables. C'est ce qui ressort davantage
des fragments suivants, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus pour ne pas avoir des problèmes avec monsieur le modérateur quant à la gestion. Donc il faut dire que le corps des personnages dans la trilogie de Abdelrahim Kamal n'est pas un espace neutre. A contrario, c'est un territoire fragile, je pense ici au livre d'Éric Fotorino, d'une oppression vécue dans la chair, d'un inconfort lié au trauma de la mémoire et au déconvenu d'une génération qui croyait en un Maroc autre, plus adéquat avec leurs aspirations individuelles et collectives. Enflure, malaise, amaigrissement, vomissement sont autant de signes de dissonance entre les rêves des personnages et la réalité du pays, condensés dans le signe de Tkoulia, littéralement, rien ne marche, tout est bloqué. Donc si le corps révèle au grand jour une grande part de l'intime, sombre et désespéré des personnages, et l'on va de même de la folie qui s'accapare de leur psyché, et c'est la deuxième entrée de mon intervention. Donc, de manière globale, plusieurs personnages de Abdelrahim Kamal portent le syndrome de la folie, bien évidemment, à des degrés variés. Je pense ici à l'Hassan, l'Hassan ex-détenu, qui a trouvé dans la folie une sorte de refuge. Une sorte de refuge parce qu'il voulait, coûte que coûte, sauvegarder et préserver sa pureté, sa pureté à lui. Et donc il a préféré se soustraire à la société pour se barricader chez lui, allant parfois jusqu'à refuser la communication avec sa propre mère. Un exemple, donc, c'est l'Hassan qui voulait rester sain et propre, même au prix donc de la solitude. Pour lui, cette folie est une arme, c'est une sorte de bouclier contre un monde incapable de porter ses idiots. Donc, dans la folie, il s'accroche à une force de vivre. Hier, le mot résilience a été prononcé, que la lucidité lui aurait sans doute arraché. La folie est dans ce sens une forme d'expression personnelle et intime qui illustre les tourments intérieurs et l'incompréhension face à un monde qu'il ne reconnaît plus. J'ai d'autres exemples à propos de la folie. Même Gharbani, il faut quelque part, mais dans le sens de génie. Donc sa Bible est différente de celle de l'Hassan. Peut-être c'est la Bible de la création, création artistique. Il faut dire aussi que l'intime dans le texte de Abdelrahim Kamal est aux prises avec la censure, notamment dans Tkoulia, où la vie de Meknès ressemble à plusieurs égards au panoptique. Tout le monde surveille tout le monde. Donc, on n'est pas de plein pied dans les années de plomb. C'est vrai, les années de plomb étaient déjà terminées, mais les faits, les conséquences fâcheuses s'insinuaient même dans le quotidien des citoyens, à tel point que ces derniers faisaient preuve d'une sorte de suspicion générale. Donc, c'est un effet qui est très, très, très nocif, qui est décrit donc par l'auteur dans Tkoulia et bien sûr dans Faux et autres. Mais il faut dire aussi que la répression est vécue également par Zahra dans Peau et Ocre. Certes, il est hanté par un passé qu'il n'arrive pas à pénétrer, mais il préfère garder le silence. Au lieu d'en parler dans des lieux publics, il s'enferme. C'est un choix, il s'enferme dans son propre silence pour ne pas s'attirer, bien évidemment, les foudres des autorités, etc. Qui est surveillé d'un œil de Moscou, un œil de cyclone, n'est-ce pas, qui surveillait toutes les activités, notamment des artistes, des auteurs, des journalistes, etc. Donc il préférait ne communiquer qu'avec simple reliquat de son père, à savoir la djellaba qui représente la présence donc du père. Je pense ici à Rachad, qui tombe dans des situations délirielles, peut-être à cause de son alcoolisme démesuré. Il trouve dans l'alcool une manière de surmonter ses propres blessures. Et voilà donc. Le dernier point, c'est les manifestations de l'intime dans l'art. Et là, je me limite, étant donné la contrainte seulement à Peau et Ocre. Il y a Gharbani et Zahra, notamment Gharbani, qui va dans la nature à la recherche de quelques pigments, ocre, qui selon lui reflète mieux son intériorité et tout ce qui l'habite comme interrogation brûlante, et essaie d'initier justement Zahra à cet usage chromatique
Et d'ailleurs, cette dernière a trouvé dans cet usage un peu particulier une manière de se comprendre et de comprendre aussi ses propres tourments. Donc, à part l'art, il y a un autre art aussi, c'est la marche dans le désert. Le fait de marcher dans le désert aussi, c'est une sorte de purification, une sorte de renaissance, notamment de Sulayman. Mais il ne faut pas de Saber, mais il ne faut pas comprendre que le désert est par définition un lieu de purification et d'initiation. Il est ouvert, il est généreux, cet espace désertique est généreux seulement à l'égard de ceux qui ont l'âme pure, de ceux qui ont un grand cœur, de ceux qui n'ont pas le cœur gorgé de haine, gorgé de ressenti, etc. Et voilà, je termine sur cette note. Je vous remercie.